Bonjour Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons pour vous et avec vous et nous décryptons à la loupe des Sherlock les actualités et concepts innovants liés au secteur du voyage. Bienvenue dans votre série dédiée au Future of Work. Je vous invite à un voyage au cœur du monde du travail. Je suis Carole Desmolis de la team des Sherlock, experte marketing, expérience client et management. Passionnée par l'entreprise positive, je suis partie à la rencontre d'hommes et de femmes qui testent et expérimentent de nouvelles façons de travailler et collaborer. Ils sont dirigeants, DRH, managers, collaborateurs, entrepreneurs, étudiants. Ils témoignent et partagent leur vision opérationnelle des transformations managériales de l'entreprise. Ils nous parlent raison d'être, marque employeur, télétravail, équilibre, vie pro-vie perso ou encore expérience collaborateur. N'oubliez pas, ceci est votre rubrique, alors n'hésitez pas à m'envoyer vos avis et suggestions de sujets et invités. Je vous souhaite une très belle écoute. Mon invitée du jour est Chief People Officer. Elle a reçu récemment avec son équipe le prix DRH Hybride aux victoires des leaders du capital humain, qui récompense les pratiques novatrices en matière de valorisation du capital humain. Et elle vient partager avec nous les nouvelles façons de travailler en hybride, expérimentées chaque jour par ses équipes et ses collaborateurs. J'ai le plaisir d'accueillir Claire Degueil, Chief People Officer chez Evaneos. Bonjour Claire. Bonjour Carole. Alors, est-ce que tu peux peut-être te présenter ainsi que ton parcours ? Oui, donc je suis effectivement Chief People Officer chez Evaneos depuis 2017, donc ça fait 6 ans après une dizaine d'années en ressources humaines chez Danone, et donc j'ai rejoint l'entreprise Evaneos dans une phase de forte croissance puisque l'entreprise avait doublé de nombre de salariés tous les ans, les 3-4 dernières années avant que j'arrive. Voilà. Et depuis, j'ai pris en charge la partie RH et la partie culture, donc l'accompagnement people, disons, individuel et collectif de l'entreprise. Super. Quelles sont tes valeurs ou ce qui t'anime particulièrement ? Pour moi, il y a un enjeu vraiment autour, je dirais, de l'hospitalité. J'aime bien ce mot-là, peut-être plus que accueil, mais accueillir dans le monde du travail, rendre le monde du travail plus hospitalier pour que chacun y trouve sa place et y contribue au mieux de ce qu'il peut donner. Evaneos, on en reparlera sans doute, mais c'est l'univers du voyage, et donc contribuer à ce que nos voyageurs soient bien accueillis à destination. Donc j'aime bien ce mot hospitalité. Je crois que j'ai un goût pour l'aventure aussi, j'aime bien ce qui est nouveau, j'aime bien le changement, j'aime bien la rencontre inattendue, j'aime bien la montagne et le ski de randonnée, donc bon, l'aventure un peu sous toutes ses formes. Et puis, je dirais quelque chose autour de l'optimisme ou de l'espérance que quelque chose de bon est toujours à venir et qu'on va toujours trouver des solutions, on va toujours s'en sortir, on en sortira toujours par le haut. Voilà, donc une forme d'espérance que le bon est toujours à venir. Le voyage sous la forme grandir individuellement et collectivement en fait. Oui, qu'on puisse, que chacun, en tout cas si on parle du modèle Evaneos, c'est tripartite. Evaneos, c'est une plateforme de mise en relation entre des voyageurs européens et des agents locaux partout dans le monde. Donc nous, on est la plateforme de mise en relation avec l'idée que les voyageurs qui partent avec nous sortent effectivement grandis de leur expérience dans n'importe quel pays, quelle destination, quelle culture du monde, que les agents qui accueillent, préparent ces voyages sur mesure avec un amour, un goût pour leur pays, pour leur culture, sortent aussi grandis de cet échange-là, puissent se développer économiquement aussi, et puis que les salariés au sein de l'entreprise aussi trouvent du grain à moudre pour leur propre carrière, leur propre développement. Donc oui, un enjeu de croissance et de développement mutuel, quoi. La notion de communauté est très forte chez vous. Alors, j'ai été forcément jeter un œil sur votre site internet et vous écrivez donc texto votre mission, qui est transformer le tourisme pour le rendre meilleur pour tous. Et j'aime assez ce que tu disais en introduction, l'hospitalité. Les acteurs du tourisme sont les premiers en fait à pouvoir
transformer cette notion d'hospitalité pour leurs collaborateurs, puisqu'ils le font tous les jours pour leurs clients. Vous êtes également engagé certifié B Corp aussi, je crois. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte en termes de collaboration, de mode de travail, par exemple? Alors, ce qui était très important pour nous dans la certification B Corp qu'on a obtenue l'an dernier, c'était de mesurer là où on en est en termes de cohérence de nos actions, de notre modèle, sur tous les enjeux de notre responsabilité sociale et environnementale, donc de bien le mesurer et d'entrer dans cette famille des entreprises B Corp qui cherchent à avoir un impact positif sur le monde, avec cette notion d'interdépendance qui est chère à B Corp. Donc c'est ensemble qu'on réussit, nous Evaneos avec nos partenaires locaux et leurs propres fournisseurs sur place, avec nos salariés, avec nos voyageurs, avec nos fonds d'investissement, et finalement on a aussi à apprendre des autres entreprises B Corp. Donc on peut rentrer dans ce mouvement-là pour s'aider à être meilleurs les uns les autres. Donc ça, c'était vraiment très très important pour nous. Et puis voilà, une fois qu'on a mesuré ce qu'on fait, c'est une bonne manière de progresser. Alors ensemble on réussit en effet, donc on retrouve vraiment cette notion de communauté, et je crois que B Corp, la notion de communauté est particulièrement forte justement. Oui, et l'exigence qui est derrière B Corp, en tout cas c'est de tous les modèles, c'est ceux qu'on a trouvé celui qu'on a trouvé le plus avancé. Après, on est aussi certifié Travel Life, qui est du coup très reconnu dans le secteur du voyage, et mouvement dans lequel on embarque aussi toutes nos agences et on les aide à pouvoir être elles-mêmes certifiées Travel Life. Il y en a qui se sont engagées d'elles-mêmes dans cette démarche-là, et d'autres on les accompagne, voire on finance les frais de certification pour pouvoir les aider à entrer dans ce grand mouvement. Pour nous, c'est s'assurer que tout ce qu'on fait d'un point de vue RH, accompagnement managérial, soins des personnes, soit cohérent avec le modèle Evaneos. On parlera sans doute du télétravail plus tard, mais il y a une manière de faire chez Evaneos qui est cohérente avec notre métier de plateforme digitale, de mise en relation pour des voyages authentiques. Donc moi, ça me pousse ces labels-là à être toujours plus alignés en fait. Ouais, aller un petit peu un cran plus loin. Et ce qu'on dit pour nos voyageurs, et donc ce qu'on dit et fait pour nos salariés aussi. Ok. Parce qu'Evaneos, en fait, vous êtes disruptif sur le modèle que tu as présenté, une mise en relation directe avec les pays locaux, une communauté vraiment 100% en ligne. L'innovation fait partie de l'ADN de la société. Et au-delà du concept, on va dire plutôt marketing, est-ce que toi, de ton côté, tu dirais que vous avez une organisation disruptive? Et si oui, pourquoi? En quoi elle serait disruptive? Oui, en tout cas, on a une organisation qui se disrupte elle-même régulièrement, je dirais. Aujourd'hui, on est à peu près 165 salariés. Je disais que j'étais arrivée en 2017 quand on était 120 salariés. On est monté avant la crise du Covid à 220 salariés. Donc on a connu des tailles d'entreprises différentes. On a connu des phases de croissance ou d'arrêt du business aussi assez différentes. Et donc notre organisation s'adapte aux enjeux stratégiques et au contexte dans lequel on est. Et après, on a des principes organisationnels derrière chacune de nos valeurs qui disent un peu la manière dont on collabore, la manière dont on décide, la manière dont on reste ouvert sur le monde. Par exemple, on a sans doute, comme un grand nombre de startups, la valeur de collaboration. Et je le dis en conscience que d'autres startups l'ont sans doute comme valeur, mais c'est associé aux autres valeurs qu'elle prend une forme de spécificité, et c'est la manière dont on la définit aussi, puisque nous, le principe managérial et organisationnel derrière, c'est la collaboration chez Evaneos, c'est équivalence sans égalité. Et donc ça, pour moi, c'est très clé de qui on est, d'une forme d'horizontalité, c'est l'équivalence. Voilà, dans le comité de direction, on est deux métiers très différents les uns des autres, évidemment. On porte tous notre périmètre, mais on peut avoir des discussions sur chacun des sujets vraiment à équivalence. On a la même part de voix dans la discussion, dans l'échange, dans la réflexion, dans la construction de la solution, de la décision. Et puis, à un moment,
c'est sans égalité. Et donc, si c'est un sujet tech, c'est notre CTO qui prendra la décision. Si c'est un sujet marketing, c'est notre CMO qui prendra la décision. Si c'est un sujet people, c'est moi qui prendrai la décision. Donc, à un moment donné, si on est tous d'accord, qu'on arrive au même point, c'est très bien. L'équivalence a permis une forme de convergence. Si c'est pas le cas, c'est sans égalité. C'est celui dont c'est le périmètre qui va in fine décider. Et donc, voilà, jouer et avec une grande horizontalité et avec une forme de verticalité quand c'est nécessaire, ça c'est vraiment une manière de définir la collaboration chez nous. Et du coup, c'est un petit peu un modèle hybride également, alors. C'est aussi un modèle hybride, exactement. Oui. Horizontal et vertical. Je crois pas au tout horizontal, évidemment pas non plus au tout vertical, sinon j'aurais pas rejoint Evaneos. Mais je crois que parfois il faut un peu de verticalité et de cadre, et qu'il n'y a pas une seule sorte de leadership adapté, en tout cas dans les modèles moi que j'aime bien de leadership. Le leadership situationnel d'Hercé Blanchard dit bien qu'il n'y a pas un meilleur style de leadership qu'un autre, mais qu'en fonction des circonstances, des personnes à qui on a affaire, on a besoin d'être plus ou moins directif, plus ou moins persuasif, plus ou moins collaboratif, plus ou moins délégatif, et de pouvoir jouer assez large sur le spectre. Je trouve ça intéressant. C'est exactement, je pense, que tu disais au départ, c'est-à-dire comment on arrive à manager l'individuel et le collectif. Oui. Donc le collectif, c'est le cadre, et puis ensuite l'individuel, chaque personne se manage un petit peu différemment en fonction de son profil, en fonction de ses attentes. Il y en a qui aiment être plutôt dirigés, d'autres qui aiment avoir énormément d'autonomie. Il y en a qui sont plus jeunes dans leur vie professionnelle. Et ça va avec notre modèle du sur-mesure. On crée des voyages sur mesure. On vend pas des voyages sur étagère, on crée des voyages sur mesure qui ressemblent aux voyageurs, et l'agent local donne le meilleur pour créer son voyage sur mesure. Et donc on crée des carrières sur mesure, des parcours sur mesure, voilà, l'adaptation à chacun est vraiment importante. Dans un cadre collectif, parce qu'on reste une entreprise, parce qu'on a besoin d'aller vite aussi, et qu'il y a nécessairement une partie de cadre. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner sur une carrière un petit peu, pour que ce soit un petit peu plus parlant pour nos auditeurs donc... Là, je suis dans nos locaux qui ont été tout réaménagés très, très récemment. Ça fait depuis juin 2017, on est dans les locaux, mais on les a complètement réaménagés là, cette année pour s'adapter au modèle plus hybride qu'on a de mode de travail. Et donc, ça me rappelle quand on est arrivé dans ces locaux, l'office manager dans mon équipe, qui était donc dans une équipe RH, People, qui est arrivé pour le précédent déménagement. Aujourd'hui, il est dans l'équipe marketing sur les sujets de brand. Donc il n'arrivait pas du tout avec un parcours marketing. Il est entré par le métier d'office manager, et voilà, il fait son bonhomme de chemin maintenant dans les équipes marketing, et il anime une petite équipe de créatifs aujourd'hui. Je pense à une autre qui aujourd'hui est product manager sur nos outils B2B et qui a commencé en alternance dans les équipes de sales coaching qui accompagnent les agences, qui forment les agences sur des métiers plutôt commerciaux. Mais elle a beaucoup travaillé au contact des agences, elle a beaucoup travaillé en lien avec les équipes produits, et finalement elle a eu une grande envie de rejoindre ces équipes-là pour faire collaborer ensemble les équipes business et les équipes tech. Et donc elle s'est formée, on a contribué à compléter sa formation pour qu'elle puisse devenir product manager. Voilà, donc des exemples sur mesure. On a aujourd'hui 10% de salariés qui sont à temps partiel et qui potentiellement développent une autre activité à côté. Voilà, c'est aussi de l'accompagnement sur mesure que de pouvoir permettre ça à ceux qui en ont envie. Et oui, bien sûr, de pouvoir... Et en termes je pense, de compétences, d'enrichissement, tout le monde s'y retrouve en fait. La société, parce que les collaborateurs gagnent des compétences, et les collaborateurs, parce qu'ils grandissent. La fiabilité, c'est sûr pour eux, et puis pour nous, moi je crois vraiment beaucoup au fait qu'on soit meilleur quand on se comprend mieux les uns les autres. Et donc si certains font des ponts entre les métiers, c'est gage de réussite, c'est gage de compréhension, c'est gage d'accélération, c'est gage de pertinence. Donc c'est super. De cohésion, ouais. Oui, de cohésion lien, du collectif. Oui, de lien aussi, exactement. Et comment
vous arrivez à noter, enfin, à vous rendre compte que ça se fait un peu de façon informelle, la volonté de pouvoir changer de carrière entre guillemets, ou est-ce que vous avez des outils un peu Alors maintenant, on a un cycle RH annuel qui est en 4 grandes rencontres. Donc c'est plus des entretiens annuels ou semestriels, mais on a une rencontre par saison, puisqu'on dit Winter Review, Spring Review, Summer Review, Autumn Review. Donc chaque saison a sa review. Celle de l'hiver, c'est une séquence collective. Donc dans une équipe, on rassemble toute l'équipe et chacun de l'équipe fait des feedbacks à chacun. Et donc chacun reçoit de tous ses collègues des feedbacks. Voilà, quelles sont les forces que j'identifie chez toi, quelles sont peut-être des zones de plus grande vulnérabilité que j'ai pu voir ou que j'ai envie de suggérer pour que tu puisses les reconnaître si jamais ça te parle et progresser. Et puis quelles demandes je peux te faire pour continuer à toujours mieux collaborer ensemble. Donc c'est un grand exercice collectif et qui est vraiment très chouette en termes de solidarité dans les équipes, en termes de qualité de lien. Et ça nous permet de bien démarrer l'année. Ensuite, au printemps, la revue, elle est centrée sur la carrière justement. Donc on a toujours un petit temps où on revoit la performance du trimestre, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui a été plus challenging dans le trimestre. Et ensuite il y a un thème. Et donc au printemps, c'est carrière en termes d'évolution. Où est-ce que tu en es, à quel rythme ça pourrait aller, est-ce que on pense à des évolutions de périmètre ou de métier. Donc ça se fait à ce moment-là, ces discussions. Et puis ensuite à l'été, on a une discussion davantage centrée sur la rémunération et les enjeux de reconnaissance. Et à l'automne, c'est centré davantage sur la formation et le développement de compétences. Donc on essaie d'avoir un thème par trimestre, mais bien évidemment, quand on parle carrière, on parle aussi développement et formation. Quand on parle formation, on fait le lien avec ce qu'on a dit sur la carrière. Quand on parle rémunération, on fait le lien avec la reconnaissance du parcours qui est en train de se dérouler. Et donc pour moi, le fait d'avoir tous les trimestres un rendez-vous où on prend du recul, on sort de la to-do list, on sort du quotidien opérationnel, c'est gage de ne pas rater le coche de discussions importantes pour les salariés. Parce que c'est le moment où chacun, team leader et team member, ont un peu plus réfléchi, pris le temps de préparer pour avoir des discussions de fond. Et en plus, oui, en effet, une fois par trimestre, ça revient très régulièrement, ce qui permet de pouvoir anticiper. Oui, de pas laisser passer des moments un peu charnières pour les salariés qui se posent des questions sur leur avenir. Et alors, je pense que, en fait, tu l'as dit, le modèle, il est en perpétuelle évolution et amélioration. Quels ont été pour toi, alors peut-être aussi avant ton arrivée, je ne sais pas si tu as la vision globale, mais un petit peu les moments phares qui ont fait que le modèle s'est accéléré en termes de transformation d'organisation. S'il y avait un petit peu des découpages à faire. Oui, je peux le faire et je pense aussi sur la période que j'ai pas connue parce que j'en ai quand même bien entendu parler. Mais il y a des phases un peu seuil. Je sais que le passage des 15 salariés puis le passage des 50 salariés ont été des seuils. À partir de 15, par exemple, ils ont créé la réunion générale de tous les salariés et qui existe toujours. Donc je sais pas, c'était en 2012, quelque chose comme ça, je dirais à peu près. Et donc tous les 15 jours depuis cette époque-là, il y a une réunion avec l'ensemble des salariés parce qu'ils avaient senti que c'était un moment où il y avait besoin de partager l'information, que ça se faisait plus tout dans l'informel du one-to-one ou de l'open space dans lequel ils étaient. Donc voilà. Des premiers enjeux de circulation de l'information quand ils ont été 15. Et puis quand ils ont passé les 50, là il y a eu d'autres gros enjeux parce que les équipes s'étaient un peu figées, c'était devenu beaucoup moins flexible, agile, chacun rentrait dans une équipe et bougeait plus de son périmètre et c'était pas ce que voulaient les fondateurs. Donc à ce moment-là, et on parlait en plus pas mal d'entreprises libérées sur le marché, donc ils ont essayé de libérer l'énergie en cassant toute la structure organisationnelle qui avait été mise en place pour recréer du mouvement à ce moment-là et que chacun puisse rechoisir les projets auxquels il contribuait. Donc ça, c'était une grande étape aussi. Moi, quand je suis arrivée à 120 salariés, et donc l'année d'avant ils étaient 60, l'année d'avant ils étaient 30, l'année d'avant ils étaient 15, c'était allé très vite.
Ouais. Et les enjeux autour de la culture étaient importants parce que il y avait besoin de pouvoir dire la culture. C'était plus par capillarité avec les fondateurs que tout le monde croisait ou avec les premiers salariés que tout le monde avait vu en entretien. Ça suffisait plus. Il fallait que tout le monde soit porteur de la culture et donc choisir des mots pour pouvoir la dire. Donc c'est à ce moment-là, en 2017, qu'on a mis des mots sur nos valeurs qui étaient vécues et transmises simplement par vie commune jusque-là, mais qui avait besoin d'être mise en mots pour être bien diffusée, bien explicitée pour tous ceux qui rejoignaient l'entreprise. Donc c'était une phase aussi assez charnière. Quand on a passé les 200 salariés, il y a eu quelque chose autour de la collaboration qui devenait plus très simple. Parce qu'il y a un peu l'ADN de tout le monde peut avoir un avis sur tout, contribuer à tout. Une de nos valeurs aussi, c'est la curiosité, donc tout le monde peut être intéressé par tous les sujets. Et en fait, à 200, tout le monde peut pas être partie prenante de tous les sujets, sinon on s'en sort plus. Donc il y a eu un assez gros travail aussi à ce moment-là pour redéfinir un peu les enjeux de collaboration et quelles étaient les modalités. Voilà, quand est-ce qu'on contribue tous à un sujet, quand est-ce qu'on se fait représenter, quand est-ce qu'on fait confiance à des experts, pouvoir mieux clarifier ça. Et puis après, évidemment, il y a eu la crise du Covid pour nous, l'arrêt total du business, qui a été d'abord un arrêt, et puis finalement un accélérateur aussi de certaines transformations organisationnelles. Et notamment hybride. Notamment hybride. Parler. Oui, tout à fait. Et juste pour revenir sur l'aspect collaboration à 200, si à 50 salariés, il a fallu casser un petit peu la structure pour redonner de la transversalité, de l'horizontalité, en fait, à partir de 200 salariés, on voit qu'il y a un nouveau seuil où on est obligé un peu de, pas faire une machine arrière, mais un petit peu quand même, c'est-à-dire de redonner un peu de cadre et d'avoir des choses moins transversales. D'être sûr qu'on a le cap qui est fixé pour que les équipes puissent être suffisamment autonomes. Ouais. À ce moment-là, on avait des squads dans des tribes. Donc des squads étaient des équipes multimétiers, multidisciplinaires, au sein de tribes qui adressaient un enjeu business. Par exemple, est-ce que tu as un exemple à nous donner pour... Par exemple, il y avait une tribe qui s'appelait Plan and Pay. C'était planifier son voyage et payer. Donc eux, toutes les équipes qui étaient dans cette tribe-là, quels que soient les métiers, leur objectif c'était de fluidifier la planification du voyage et le processus de paiement, quelle que soit la devise, par exemple. Ouais, vous partiez en fait de problématiques clients. Oui. Sur la courbe d'expérience. Chez nous, le consommateur, enfin le client peut être soit l'agent, soit le voyageur. Oui, il y a double... Ou les deux, enfin l'interface entre les deux potentiellement. Et donc dans vos équipes multimétiers, il y avait aussi des agents ? Non. Alors il y a D'accord. pas, enfin les agents sont pas des salariés Evaneos, ils sont leurs propres entrepreneurs. En revanche, on a un comité avec des représentants des agents. D'accord. Et qui fait partie des bons fruits de la crise, parce que moi je me souviens quand je suis arrivée en 2017, on en parlait déjà, et en fait on l'a mis en place de manière régulière, je crois que c'est trimestriel maintenant, on l'a mis en place vraiment pendant la crise, parce que ça changeait tellement vite, les situations étaient tellement différentes d'un continent à l'autre qu'on avait vraiment besoin d'être en très grande proximité avec eux pour les décisions qu'on prenait. Alors ça a été un des changements du Covid. Le deuxième aussi, ce pourquoi vous avez été récompensé, c'est l'accélération de tout ce qui est hybride, sachant que vous étiez déjà un petit peu dans l'hybridation, puisque vous avez forcément, même si c'était pas des collaborateurs directs, vous travaillez avec des agents en distanciel. Donc je pense que le rapport présentiel-distanciel était déjà un petit peu présent avant le Covid. Mais du coup, alors, qu'est-ce que ça a accéléré et qu'est-ce que ça veut dire exactement, pratique novatrice en matière d'hybridation des temps et des espaces? Oui, effectivement, on va parler et du sujet temps et du sujet espace. On peut commencer par espace, c'est peut-être le plus évident ou le plus courant, mine de rien.
Donc c'est cette question du télétravail. On avait déjà un accord télétravail avant la crise Covid qui permettait à des salariés, en cas d'urgence, plomberie, livraison, Ikea ou que sais-je, de rester chez eux une journée, ou en cas de déplacement en agence par exemple, de rester un peu plus longtemps à destination. En cas de vacances en famille en Italie, parce qu'on a des salariés italiens par exemple, partir en vacances à Noël dans sa famille et rester 1 ou 2 semaines de plus, on avait déjà ce genre de télétravail. En revanche, on n'avait pas du tout le télétravail à temps complet. Et même on n'avait plutôt pas envie d'avoir ça, parce qu'on a une culture assez tribale. Notre siège, c'est un peu l'auberge espagnole. Là, aujourd'hui, c'est 15 nationalités, mais on est monté jusqu'à 22 nationalités avant la crise. On vit tous ensemble dans notre siège à Paris, et donc il n'y avait pas ce télétravail complet. Et en fait, comme du jour au lendemain avec la crise Covid, on a basculé tous en télétravail et que ça s'est très bien passé. Forcément, quand on est sorti de ces périodes où on avait les jauges et où on devait surveiller le nombre de salariés sur site, on a dit mais on peut pas ne pas laisser cette possibilité-là de continuer à distance comme on l'a fait pendant ces mois de crise. Et donc aujourd'hui, notre accord télétravail inclut la possibilité de demander ce qu'on appelle chez nous un avenant de full remote, donc du télétravail complet, avec une exigence et une seule d'Evaneos, c'est de venir 1 fois par mois 2 jours au siège pour les Evaneos Days, qui sont les 2 jours en commun de tous les salariés. Donc chacun peut venir autant qu'il veut, il y a de la place pour tout le monde, chacun peut venir tous les jours s'il le veut, mais le minimum requis pour un Evanéosien ou une Evanéosienne, c'est d'être là 2 jours par mois tous ensemble. Et donc ça a poussé beaucoup plus loin ce qu'on faisait avant. C'est notre plus grand pas sur le télétravail. Et je disais tout à l'heure la cohérence entre notre modèle de business destiné aux voyageurs et ce qu'on fait pour les salariés. Et donc notre modèle, c'est une plateforme digitale qui met en relation à distance en vue d'une expérience authentique en présentiel. Et donc notre modèle de travail et de collaboration, c'est du distanciel 90% du temps pour une expérience de collaboration en présentiel 2 jours par mois. Et donc cette cohérence-là est pour moi vraiment très importante. Juste avant de passer au temps, quand tu dis le télétravail pendant le Covid, c'est très bien passé. Alors, on sait très bien que ça n'a pas forcément été le cas dans toutes les entreprises. Qu'est-ce que tu entends par là, il s'est très bien passé? Comment vous avez gardé la cohésion des équipes? En fait, ce que je veux dire, c'est que du jour au lendemain, on n'a perdu aucune réunion. Tout le monde était connecté pour continuer à traiter ces sujets. Donc, on a tout de suite eu l'impression que c'était possible de travailler à distance. D'accord. Donc après, évidemment, si on dit que maintenant on veut se voir 1 fois par mois tous ensemble, c'est que ça ne nous convenait pas de pas se voir pendant 6 mois. C'est clair. Donc c'était très difficile dans le lien, et on a sans doute vécu pendant un petit moment sur les acquis des relations entre Evanéosiens avant la crise, et on savait qu'à partir du moment où on réembauchait les nouveaux, c'était pas possible. C'était essentiel de se voir. Du distanciel pendant des mois entiers, il y avait vraiment cette nécessité de se voir. Donc quand je disais ça, c'était pas pour dire que ça avait pas été difficile, ou qu'il n'y avait pas des salariés qui en avaient souffert, ou qu'on n'avait pas craint de l'isolement pour certains, ou les managers n'avaient pas été en difficulté pour suivre leurs équipes à ce moment-là, mais c'est plutôt que on a vu du jour au lendemain que toutes les réunions qui étaient dans les agendas, on pouvait les tenir, on pouvait les organiser, on savait s'adapter avec les outils, on savait se connecter sans changer de matériel, sans formation additionnelle. Il y avait quelque chose d'un peu natif dans le fonctionnement à distance finalement, parce que comme tu le disais tout à l'heure, on fonctionnait déjà avec nos agents à distance. C'est ça, le business model il est quand même sur du digital. Donc, oui, tout à fait. Ok, et est-ce que tu aurais un exemple d'outil qui a été mis en place pendant le Covid et qui du coup est resté? On a un outil pour nos réunions générales dont je parlais tout à l'heure, nos team meetings avec tout le monde. Jusqu'à la crise et jusqu'au premier confinement, 100% de ces réunions-là étaient en présentiel. Simplement, on enregistrait, on faisait une captation vidéo pour la poster ensuite sur YouTube pour la rendre accessible potentiellement aux absents. Mais donc, on a basculé, on est passé sur l'outil Livestorm pour organiser
ces réunions-là pendant la crise. Et aujourd'hui, une fois sur deux, c'est en présentiel puisque c'est pendant les Evaneos Days, et une fois sur deux, on continue à distance, et donc ça nous arrive encore d'utiliser Livestorm. Et du coup, est-ce qu'il y a des différences entre la version distancielle et la version présentielle? Non, c'est intéressant parce que du coup, c'est le même concept qui est décliné en, oui, tout à fait. En distanciel et en présentiel. Ouais. Eh bien oui, ce qu'on gagne en présentiel, c'est de sentir l'ambiance, les petits mouvements du collectif qui est là, les sourires de chacun, voilà, est-ce que l'info qu'on fait passer est bien captée ou pas, comprise, pas comprise, on peut repréciser quand on se voit. Alors que dans Livestorm, on voit que ceux qui prennent la parole. Mais ce qui est très chouette dans la version à distance, c'est qu'il y a la zone de chat qui permet de questionner et commenter en direct les présentations, ce qu'on fait pas quand on est 150 dans une salle. Voilà, donc c'est pas tout à fait pareil, c'est pas tout à fait le même bénéfice. On s'envoie plus d'émoticônes quand on est à distance que quand on est en présentiel. Ouais, du coup les deux sont bien complémentaires. Oui, et du coup les Evaneos Days, est-ce que c'est des journées justement sur lesquelles vous accordez une attention particulière, vous les préparez comme on préparerait un séminaire, ou alors ça reste quand même relativement informel et un peu les deux, c'est-à-dire au départ quand on l'a mis en place, on a beaucoup préparé chacun, et finalement on trouvait que ça revenait très vite, une fois par mois, de préparer un événement comme ça pour toute l'entreprise une fois par mois. Et puis les Evaneosiens nous faisaient le retour aussi que si on remplissait complètement les 2 jours où tout le monde était sur site de temps collectif d'entreprise, en fait il y avait plus beaucoup d'espace pour se croiser de manière inattendue, pour un café avec un collègue qu'on croise pas dans des réunions à distance, et au-delà du plaisir, il y a peut-être un intérêt à se voir. Enfin, il y avait plus beaucoup d'espace pour ça. Et donc en fait, maintenant on alterne entre des mois où c'est très préparé avec des présentations sur des leviers stratégiques, des ateliers, et des mois où, à part la réunion générale du jeudi, mais qui est là finalement tous les 15 jours, donc dans le flow, il n'y a rien qui est planifié. Ouais, on alterne un peu les deux modèles. Parce que c'est exactement pareil dans le voyage, hein. C'est-à-dire si on remplit de 8h du matin à 10h du soir l'agenda de nos clients, ben, au bout d'un moment c'est la course, ils en peuvent plus, et à la fin ils rentrent crevés et sans avoir réellement senti le territoire, les gens. Et en fait la rencontre imprévue, tu as parlé de rencontre inattendue dans tes valeurs au départ, et en fait c'est un peu ça pour moi le voyage, et du coup c'est vraiment très intéressant que vous... Oui, c'est très juste. Il faut laisser la place à cet inattendu. C'est une bonne transition, je pense, sur l'hybridation du temps, parce que, en effet, là, on commence déjà à découper un petit peu le temps, c'est-à-dire qu'un séminaire, c'est pas, en effet, un temps qui est rempli full time, et on laisse du temps aux rencontres un petit peu plus informelles. Alors, du coup, qu'est-ce que tu entends par hybridation des temps, puisqu'on a parlé des espaces? Oui. Alors, si je repars de cette crise du Covid, il y avait 2 effets pour nous. Il y a l'arrêt du business et le confinement, c'était à la fois le télétravail et à la fois le chômage partiel. Parce que, du coup, mi-mars 2020, l'ensemble de l'entreprise est passé en chômage partiel, avec des rythmes de travail ou de non-travail différents en fonction des métiers, parce que c'était pas les mêmes enjeux pour les Evaneosiens qui suivent les voyageurs et les agents, ou ceux de la tech par exemple. On avait d'abord besoin de rapatrier tout le monde, de soutenir les agents, de s'assurer de la sécurité de chacun, d'annuler les voyages. Donc certains ont travaillé beaucoup et d'autres moins, mais en tout cas il y avait du chômage partiel mis en place dans l'entreprise dès mars 2020, et on est sorti du chômage partiel en décembre 2022. Donc on en avait évidemment en 2022 beaucoup moins qu'en 2020, donc ça restait un filet, si on peut dire, qui nous a permis de garder le maximum de salariés possible. Mais donc au bout de 2 ans et demi, avec un temps de travail qui n'était pas complet, on s'était posé la question en comité de direction et puis moi avec les représentants du personnel, avec les élus, sur comment sortir de cette phase de chômage partiel avec un modèle de rapport au temps renouvelé, et dont voilà,
quel bénéfice on tire de cette phase-là qui était subie, mais qui finalement peut être un avantage. Et donc aujourd'hui, on a un accord sur le temps au travail qui nous permet, ou dans lequel on dit qu'on peut faire 100% de notre temps de travail en 4 jours et demi. Donc on a un système de semaines compressées en disant avec la crise et le chômage partiel, on a appris à faire plus vite ce qu'on avait à faire. Avec le télétravail, on gagne potentiellement les temps de trajet. Donc on sait qu'on peut faire des journées un peu plus denses et qu'on a fait notre temps et qu'on a rempli nos missions en 4 jours et demi. Et donc le vendredi, c'est un jour flexible, donc on appelle ça les Flexi Fridays, où chacun peut choisir de travailler un vendredi sur 2 ou de travailler qu'une demi-journée sur 2 le vendredi, ou à la carte en fonction de son actualité professionnelle et personnelle. Certains vendredis travaillés, certains vendredis pas travaillés. Donc on a un compteur, on suit le nombre de vendredis non travaillés qui correspondent à un surcroît d'activité sur les autres journées. Donc on est 4 jours et demi par semaine de temps complet, avec une forme de cadre qui est la flexibilité est donnée uniquement le vendredi, mais une personnalisation du rythme de quand est-ce que je travaille le vendredi ou pas, propre à chacun. D'accord. Donc ça c'est, je pense, vraiment novateur, ou quand on en parle avec les salariés, quand on en parle avec les candidats, c'est vraiment différenciant. Et je disais tout à l'heure, on a 10% de salariés à temps partiel parce que ça le permet, cette hybridation des temps aussi. Si certains veulent être off le mercredi après-midi pour leurs enfants, alors que le vendredi après-midi ça va être plutôt pour eux, cet usage du Flexi Friday, ils peuvent demander à être à temps partiel le mercredi aussi, ou alors, et c'est la majorité des temps partiels aujourd'hui, de dire si on fait 100% de temps en 4 jours et demi, on peut faire 90% de temps en 4 jours. Et donc on ne travaille pas le vendredi en étant à 90% de temps. Et donc un certain nombre ont choisi de garder ce rythme-là, qui était le dernier rythme du chômage partiel avec le vendredi non travaillé, parce que des engagements personnels pris en association ou familiaux, ou des habitudes qu'ils ont souhaité garder, ou des activités professionnelles en freelance que l'un ou l'autre avait pu lancer aussi. Ouais, donc en plus il y a une tolérance, une acceptation totale de la société de Evaneos, pour que les salariés puissent avoir un temps en freelance ou sur une activité qui n'a rien à voir en fait. Oui, c'est ça. Et est-ce que avec un petit peu de recul, vous n'avez encore pas beaucoup de recul parce que décembre 2022 c'était hier, mais comment tu pourrais qualifier l'apport que ça donne à l'entreprise d'avoir donné cette flexibilité-là aux salariés? Je crois que dès qu'il y a un surcroît de liberté, il y a un surcroît d'engagement. Parce que chacun choisit en fait, et donc chacun choisit d'être là, dans ce cadre-là. Et avec, en plus, là comme c'est à la carte le vendredi, on sait qu'on n'a aucune réunion ce jour-là, et que c'est les jours qui sont un peu les jours soupapes, ce qui manque d'habitude quand on dit que le temps de travail c'est du lundi matin au vendredi soir. En fait on arrive le vendredi soir, on a à peine fini la to-do list, on n'a pas préparé la semaine suivante, il y a encore de la prévente de certaines réunions qu'on n'a pas pu faire. Là le vendredi, chacun peut bien boucler sa semaine ou préparer la suivante, avoir des temps plus focus, plus concentrés sur des sujets de fond, et donc ça crée aussi de l'air, y compris dans le temps de travail. Ça crée de l'air parce que ça peut être des heures non travaillées si le temps de travail a été fait le reste de la semaine, mais ça crée aussi une forme de respiration dans le travail. J'aime beaucoup ce terme respiration dans le travail. C'est très imagé et ça veut vraiment bien dire. Je suis persuadée en effet que ça apporte énormément et aux salariés et à l'entreprise, parce que finalement on est plus efficace, peut-être plus organisé, plus rigoureux aussi lorsqu'on est sur 4 jours et demi. Oui, et puis on en rigole pas mal en interne parce qu'on avait essayé de faire des no meeting day, des jours sans réunion avant la crise. Parce qu'on trouvait qu'on avait trop de réunions, un grand esprit de collaboration, donc on est souvent nombreux sur les sujets potentiellement, et donc on avait essayé de baliser des journées, et on n'avait jamais réussi à les tenir dans le temps. Alors que là on a dit, ça fait 2 ans qu'on travaille pas, qu'il n'y a pas de réunion le vendredi, donc en fait on va pas en remettre.
Après, donc on a vu tous les points positifs, mais quelles sont encore les difficultés rencontrées sur cet aspect hybridation des temps et des espaces? Je sais pas, je le vois pas directement. Il y avait un peu d'inquiétude de ce que ça voulait dire du contrôle du temps de travail ou de s'assurer que les team leaders suivent les jours flexibles du vendredi posés, pas posés. Bon, et en fait c'est assez fluide et tout le monde est responsable et ça se passe bien et c'est pas une charge lourde pour les team leaders. Donc il y avait de la crainte, mais objectivement depuis 5 mois là ça se passe bien. Vous ne perdez pas comment on parlait de culture tout à l'heure, de culture d'entreprise, de partage d'informations. Alors pour le coup c'est ce que j'allais dire, je vois des limites sur l'hybridation des espaces. Mais l'hybridation du temps, pour l'instant, j'ai pas encore tellement vu de limites. Mais l'hybridation des espaces, on sait que on a une culture assez informelle, assez orale. C'est ce qui se passe dans un voyage et dans une rencontre interculturelle aussi. Et donc on a pris le pli de beaucoup plus formaliser à l'écrit. Un des outils qu'on n'utilisait pas avant la crise, qu'on utilise maintenant, c'est Notion, pour que beaucoup plus de choses soient formalisées, que chacun puisse les trouver en asynchrone. Mais le fait d'être à distance, et notamment pour certains rôles un peu plus de coordination, que ce soit projet, équipe, que ce soit managérial ou plus transversal, c'est parfois plus difficile à distance. Où il y a moins de liens possibles en sortant de réunion, il n'y a pas de petites discussions de couloir qui permettent de bien terminer le sujet. On raccroche de la visio et on passe à autre chose. Donc tu as nommé l'outil Notion, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Peut-être par exemple, les team leaders, on leur demande non pas d'être 2 jours sur site au moment des Evaneos Days, mais d'être 3 jours. Et donc on leur demande de venir la veille des Evaneos Days. Et là aussi, on les rassemble pour un temps dédié à leur rôle, que ce soit sur des enjeux stratégiques ou managériaux. Donc un temps d'échange et potentiellement aussi d'ateliers avec eux. Et puis du temps pour qu'ils se voient davantage entre eux. Voilà. Après, ce qui est en train d'apparaître aussi, comme on commence à avoir, c'est 25% des salariés maintenant qui sont plus en région parisienne. On commence à avoir quelques hubs dans certaines régions, autour de Nantes, autour de Marseille. Il commence à y avoir pas mal de monde, quart nord-ouest et, si je peux le dire comme ça, un quart sud-est. Et donc des rencontres régionales, en disant il n'y a pas besoin d'attendre un Evaneos Days pour voir d'autres Evanéosiens. Et en même temps, on n'a pas besoin de venir à Paris à chaque fois qu'on veut en voir d'autres. On peut le faire localement. Et ça nourrit le lien, ça nourrit les échanges intermétiers, parce que c'est pas une équipe qui est à Nantes, une équipe qui est à Marseille, c'est des gens de manière aléatoire dans les équipes, si on peut dire. Voilà, donc ça fait partie aussi de ce qui apparaît là au fur et à mesure des mois dans ce modèle hybride. Du coup, pour un peu jauger la performance ou la réussite du modèle, est-ce que vous avez mis en place des indicateurs, et si oui, lesquels? Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, cette notion d'indicateur. Oui, alors on a un outil de suivi de la satisfaction salariée depuis 5-6 ans maintenant, Office Vibe, et on a créé un groupe dédié aux full remoteurs, donc à ceux qui sont en télétravail complet, pour suivre particulièrement, ou de manière spécifique, la qualité de la relation managériale, de la relation au pair, de la reconnaissance, de la possibilité de grandir et de se développer. Donc on suit un peu spécifiquement. Et ça a pu faire partie des alertes ces derniers temps sur la relation managériale. Était un indicateur en baisse au début de l'année, uniquement pour les full remoteurs, et ça l'était pas pour ceux qui sont plus souvent à Paris. Donc ça permet d'en discuter, d'ouvrir la conversation, nous, RH, avec les team leaders, et puis les team leaders dans leur propre équipe. Par exemple, justement, c'est ce que j'allais te demander, un exemple concret d'un ajustement que vous avez pu faire dernièrement? Ça peut être les routines d'équipe. Est-ce que c'est daily plus court ou tous les 2-3 jours un peu plus long? C'est des sujets sur lesquels je trouve il n'y a pas de bonne réponse. Et à un moment donné, il faut juste changer parce que on a perdu les bénéfices du modèle qu'on n'a pas retenu à un moment donné. Donc daily, on est sûr, au quotidien, on perd pas le fil de l'état d'esprit de chacun. On
perd pas le fil de la santé, de la motivation, je sais pas, de l'actu de chacun. Et en même temps, si c'est très court, on creuse pas les sujets, on a l'impression de survoler, et donc on aurait besoin d'un peu plus de temps. Donc ça peut valoir le coup de changer au bout de 6 mois de manière de faire. Il n'y a pas une bonne réponse en fait. Chaque équipe, en fait, chaque manager est assez libre en fonction de son équipe d'instaurer la relation. Et tu vois, dans mon équipe par exemple, c'est la responsable com interne qui est partie en télétravail complet. Elle fait partie des Nantais maintenant, et c'était partagé avec elle au moment du full remote committee. À chaque fois qu'il y a une demande d'avenant en full remote, il y a un petit comité entre RH, team leader, et en prenant les retours de l'équipe. Et c'était entendu que pour son périmètre à elle de com interne, c'était pas possible qu'elle revienne qu'une fois par mois, mais il lui était demandé de revenir 2 fois par mois. Et donc ça, c'est ajusté à son rôle, à notre équipe, puisque tout le reste de l'équipe est en présentiel, et que moi j'ai besoin qu'elle soit connectée avec ce qu'est être un full remoteur, autant que connectée à ce qu'est être un salarié plus hybride et plus fréquemment au bureau, et qu'elle soit pas là que dans les journées où il y a tout le monde. Et le sur-mesure, du coup, amène en effet pas mal de difficultés en termes de gestion du personnel, voilà, mais qui vaut la peine en termes de motivation et d'engagement, hein, comme tu le disais. Alors, dans cette nouvelle structure de l'entreprise, parce que finalement, vous êtes une entreprise assez avant-gardiste là-dessus, le manager, il a un rôle clé. Parce que il est le lien. Tu parles de team leader, c'est un rôle vraiment essentiel pour faire le lien entre la culture, ses équipes, les autres équipes aussi en transversal. Alors d'une manière générale, dans le périmètre, on va dire français, le manager, il est de moins en moins. Enfin, le rôle est de moins en moins attractif. Je crois que c'est 34% des salariés interrogés qui ne souhaitent absolument plus devenir manager. Du coup, par ton expérience, est-ce que tu aurais quelques idées pour mieux valoriser ce rôle ? C'est vrai qu'on entend pas mal ça et qu'on peut le sentir aussi chez nous. C'est un rôle très exigeant. En fonction de là où on en est dans sa carrière ou du rapport au travail, on en a plus ou moins envie. On essaie d'avoir un accompagnement un peu multidimensionnel, si je peux dire. Il y a des sujets de formation pour que chaque team leader se sente bien outillé. Et puis après, il y a des sujets d'accompagnement qui peuvent passer, par exemple, moi j'aime bien animer des sessions de co-développement. Parce qu'il n'y a rien de mieux que les pairs pour comprendre les problématiques qu'on a. Notre propre manager, il n'est pas vraiment à notre place, mais quelqu'un qui est dans le même type de responsabilité va mieux comprendre nos difficultés. Et donc, moi, j'anime des groupes de co-développement un peu par seniorité de leadership. Est-ce qu'on est un jeune team leader, c'est la première fois qu'on anime une équipe? Est-ce qu'on est un team leader, donc on encadre d'autres team leaders? Est-ce que ça fait déjà plusieurs années qu'on est team leader? Voilà, donc ce soutien par les pairs, pour moi, est vraiment très important. Et puis après, c'est la contribution aussi stratégique qui peut intéresser, parce que moi je vois un bon nombre de salariés sont motivés par l'impact qu'ils peuvent avoir avec les responsabilités. Peut-être que il y a de la lourdeur de tâches ou de charge mentale, et en même temps il y a un plus grand impact potentiel. Donc évidemment les RH sont là pour suivre et accompagner chaque salarié, mais ça passe beaucoup par les team leaders, par l'échange avec le team leader. Donc il y a un vrai accompagnement RH aussi. Ce qui manque pour moi aujourd'hui, souvent dans le management, c'est qu'on demande beaucoup aux managers, mais on leur octroie pas un temps pour manager. Parce que en fait, ils sont aussi dans l'opérationnel. Et en fait, de ce que j'entends de nos échanges là, et ce qui paraît vraiment intéressant à souligner, c'est que en fait, vous leur dégagez du temps pour manager. On les encourage vraiment à ça. Après, il y a de la tension aussi pour eux, chez nous comme dans d'autres univers. Hein. Je dis pas que c'est l'idéal, que la boîte est de nouveau en croissance, donc les équipes grossissent aussi, ce qui nous était pas arrivé depuis un petit moment. On avait perdu cette habitude-là, et ça nécessite de faire évoluer les organisations assez vite pour que les team leaders soient pas submergés entre une mission opérationnelle et du management qui devient large. Parce qu'on a, voilà, comme on était moins nombreux,
Les team leaders ont eu tendance à avoir des équipes plus petites et des missions opérationnelles potentiellement assez conséquentes à côté. Donc il faut qu'on ajuste assez vite les organisations maintenant. En revenant plus sur les collaborateurs, ce système d'hybridation des temps et des espaces, il nécessite forcément des nouvelles compétences, ce qu'on peut appeler les soft skills. Et toi, avec ton regard de RH, quelles sont selon toi les compétences les plus essentielles, les nouvelles compétences les plus essentielles à développer pour rentrer dans ce mode vraiment de management, un peu néo-management? Quand tu poses la question, là, je me dis qu'il y a une compétence clé qui est la capacité à questionner. Ouais. Alors ça tombe bien, c'est toi qui le fais aujourd'hui, moi je fais que les réponses. Mais je crois que la capacité à questionner est clé parce qu'on est dans un monde complexe et un team leader ou un team member, personne n'a toutes les réponses. Il y a une forme d'humilité à pas avoir la réponse et à pouvoir se tenir du côté de la question. Aussi parce que quand on est à distance, on sent moins où en est son collègue. Et donc si on pose pas la question de comment il va, comment il se sent, ce qui se passe pour lui en ce moment, en fait on peut pas le deviner. Ouais. On peut plus facilement jouer un jeu à distance que en présentiel, et donc ça nécessite, je pense, de davantage questionner pour que chacun puisse davantage nommer ce qui se joue pour lui, ce qui est important, ce qui est difficile, ce qui est super enthousiasmant. Donc oui, je crois que questionner, c'est vraiment très important. Et en regard, par conséquent aussi, la question de l'écoute, et savoir écouter généreusement, sans a priori. On le développe beaucoup, nous, avec la communication non violente et les formations qu'on propose à chaque salarié autour de ça, pour s'écouter soi-même déjà, écouter ses propres émotions, ses propres besoins, pouvoir en tirer de manière responsable des actions, des évolutions, et puis pouvoir écouter l'autre, gagner de la clarté sur où en est l'autre, pour pouvoir mieux l'accompagner, mieux collaborer ensemble. Donc ça, c'est des compétences assez clés et nouvelles, je pense. Ou en tout cas exacerbées, parce que oui, exacerbé. Je pense que c'était déjà présent, mais ça demande autre chose, oui, à distance. Et notamment, du coup, ce sont des compétences sur lesquelles vous portez particulièrement attention lorsque vous recrutez chez Evaneos maintenant? Alors c'est peut-être pas formalisé comme ça. En revanche, autour des valeurs, c'est assez formalisé, puisque je disais plutôt dans notre échange, derrière chaque valeur, il y a un principe organisationnel ou un principe managérial. Et donc ça, il y a des entretiens qui sont dédiés au cultural fit. Donc s'assurer que la personne trouvera bien sa place dans notre collectif avec nos règles du jeu. Voilà, donc j'ai évoqué, je crois, la valeur de curiosité. Le principe qui est derrière, c'est ouverture sans dispersion. Donc c'est garder cet œil curieux et sa capacité à se connecter à des nouveaux sujets, des nouvelles personnes, des nouveaux enjeux, tout en perdant pas le fil de l'objectif qu'on se fixe ensemble et du cap qu'on veut tenir. Et donc si c'est trop dispersé, peut-être qu'on dit non à une part d'ouverture à un moment donné. Curiosité, et du coup les autres, si on fait... Alors tout à l'heure j'ai parlé de la collaboration, équivalence sans égalité. Il y a aussi l'authenticité, et le principe qui va avec, c'est la bienveillance sans complaisance. Donc vraiment prendre l'autre avec ce qu'il est, pour qui il est, et en même temps pouvoir dire ce qui abîme la collaboration ou ce qui freine la collaboration à un moment donné, ou la collaboration, la performance. Voilà, donc bienveillance sans complaisance. On a aussi l'itération, évolution sans révolution. Et on avait tendance, parce que c'est des profils plutôt entrepreneurial, innovants, à changer du tout au tout très rapidement, et donc à perdre un peu le fil d'une étape à l'autre de l'histoire ou des projets ou de la fixation des objectifs ou que sais-je, donc y aller de manière itérative sans oublier le passé. Et puis la dernière que j'ai pas citée, c'est la confiance, transparence sans omniscience. Une boîte très transparente, tout est sur Notion, Drive, les agendas sont ouverts de tous à tout. Simplement, parfois, on communique pas tout d'un bloc à tout le monde au même moment.
il y a des enjeux. Enfin, on en a fait l'expérience difficile autour du plan social. Qu'est-ce qu'on communique, à quel moment, à qui? Évidemment, on va tout dire à tout le monde, mais les temps de préparation, les temps de relais managériaux sont importants à respecter. Et puis sans omniscience, c'est aussi dire pour bien collaborer, on peut se faire confiance, on n'a pas besoin de tout savoir sur un sujet ou un projet quand on est le projet connexe. On fait confiance aux collègues, on n'a pas à contrôler ce qui est fait à côté. Voilà. Et en fait, ces principes, pour moi, ils sont vraiment très importants derrière les valeurs, parce qu'ils disent la richesse de notre valeur et son écueil, le revers de la médaille. Ouais. Et ça, c'est un autre des bénéfices de la crise. Puisqu'en fait, ces écueils, on les avait dans la phase d'hypercroissance avant la crise, et quand on était à l'arrêt du business, on avait les mêmes écueils. Et là, on pouvait plus dire que c'était à cause de la croissance rapide de l'entreprise. On était obligé de se dire, ça c'est nos casseroles, ça c'est notre part d'ombre, il faut qu'on fasse avec. Et pour faire avec, il faut qu'on le nomme, il faut qu'on reconnaisse ce qui va pas. D'abord chez nous, Codir Member, qu'est-ce qu'on renvoie de ça, nous Codir, qui fait que ça a de l'impact sur la manière dont fonctionne ou dysfonctionne l'entreprise. On sent bien la remise en question, grande agilité et sans forcément en effet, comme tu disais, oublier le passé. Oui, oui, c'est ça. C'est notre valeur d'itération mise en œuvre. Et avec nous-mêmes. Je sens vraiment, c'est vrai que la crise, pour le coup, vous l'avez vraiment utilisée pour transformer toutes ces difficultés en positif. On sent bien. Oui. On va finir un petit peu sur ta vision peut-être plus globale du monde du travail, en sortant un petit peu peut-être d'Evaneos, mais pour toi, quel est vraiment l'enjeu prioritaire et comment tu vois l'évolution du travail dans les années qui viennent? Est-ce que l'enjeu prioritaire est autour du sens? Je sais pas. En tout cas, il y a une question dans le rapport au travail qui change. Et je parlais tout à l'heure de ceux qui sont à temps partiel chez nous, qui peuvent avoir un pied dans une autre activité. Donc un peu ce modèle slasher. J'ai une activité slash une autre activité. J'ai pas tous mes œufs dans le même panier. Je suis ouvert sur le monde et sur ce qui se passe. J'ai pas un parcours linéaire et unique au cours de ma vie professionnelle, où j'ai un temps de congé sabbatique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a aussi des salariés en congé sabbatique qui voyagent, qui reviennent, etc. Donc voilà, ces parcours là aussi sur mesure et pas définis à l'avance. Et après la question du sens, je vois là on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, mais ce que ça peut venir révolutionner pour le coup dans nos pratiques, dans nos métiers, et donc pas perdre à travers ça le sens du réel, en prendre le bon de ces outils et pratiques, mais pas perdre pied dans la réalité, le concret, ce qui fait que voilà, on est des hommes et des femmes sur Terre, en chair et en os. Ça me semble hyper important. Est-ce que tu as peut-être le petit mot de la fin, des conseils à donner, peut-être à des acteurs du voyage qui ont envie aussi de mettre en place un petit peu sur le modèle Evaneos peut-être, des systèmes d'hybridation, par quoi commencer, les étudiants aussi peut-être comment se préparer à ces nouveaux enjeux de compétences? J'avais envie de terminer aussi sur ce mot de cohérence à rechercher. Dans les entreprises, j'ai parlé de ce qu'on faisait, mais notre modèle qui est, on pourrait dire remote friendly, c'est pas remote first. On n'est pas d'abord tous à distance et on se voit une fois par an. On est d'abord une entreprise qui a un siège à Paris et on permet le télétravail de manière très souple et on se voit parce qu'on crée des expériences présentielles. C'est notre réponse parce que c'est proche de notre business model ou c'est aligné avec notre business model. Et donc, pour moi, sur ces sujets-là, il n'y a pas une bonne réponse, mais quelle est la cohérence qu'on trouve avec son activité. Et donc, voilà, comment on peut rechercher ça quand on est une entreprise, comment on peut questionner ça quand on est un étudiant à la recherche d'un emploi, s'assurer que ce qui est fait est en cohérence entre ce qui est proposé aux salariés et ce qui est proposé aux clients, quelles sont les spécificités de la promesse employeur qui sont liées à l'activité et qui sont en résonance avec l'activité. Je pense que ça c'est vraiment
C'est vraiment important. Et après, le monde du voyage, c'est un imaginaire. Je pense que c'est notre responsabilité de continuer à faire rêver les gens dans cette société. Je parlais aussi d'espérance, d'optimisme au début. On a à continuer à enchanter le monde, la rencontre, le monde du travail aussi. Je trouve que c'est une de nos responsabilités aussi. Merci Claire Avec plaisir, de cet échange. Merci pour tes bons conseils et son partage d'expérience. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci Carole. Au revoir. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux, ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocksment vôtre!